Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission des Incorrectibles. Je suis ravi de vous retrouver donc après la rediffusion cette semaine de la seconde partie donc du fameux débat entre Bruno Attal et Dieudonné. Vous avez encore été très nombreux et puis c'était exceptionnel puisque cette partie était réservée aux abonnés, mais on a considéré qu'après une certaine durée, voilà, on pouvait vous l'offrir à tous. Merci donc à vous, nos souscripteurs, nos soutiens donc sur Player et sur YouTube Membre. C'est uniquement grâce à vous qu'on peut vous proposer chaque semaine ces entretiens inédits. Alors pour cette nouvelle émission, j'ai choisi de recevoir, ou plutôt d'accueillir à nouveau un invité fidèle des Incorrectibles, puisqu'il était déjà venu il y a quelques temps, mais c'était pour parler de la Syrie. Et il était plus que jamais légitime pour revenir aujourd'hui nous parler cette fois de nouveau d'un sujet de la politique internationale qui concerne cette fois l'Ukraine et la Russie. On est donc ravis de le réaccueillir donc aujourd'hui. Les grands reporters et journalistes français, une figure reconnue donc pour sa couverture des conflits à travers le monde. Il a passé 27 ans à Paris Match où il a sillonné les zones de guerre. Il dirige aujourd'hui la rédaction d'une chaîne YouTube, d'un média même, on peut le dire, concurrent mais néanmoins ami, qui s'appelle Omerta, un média donc en ligne qu'il a contribué à créer avec Charles d'Anjou. Il est l'un des rares journalistes à avoir couvert, donc je le disais, la guerre en Ukraine des deux côtés du front, tant donc avec l'armée ukrainienne qu'avec l'armée russe. Il a donc ainsi pu nous offrir un regard unique sur ce conflit qui, 3 ans après son déclenchement, c'était le 24 février 2022, continue de bouleverser l'Europe et le monde. Il est l'auteur de Jusqu'au dernier Ukrainien, un récit brut inspiré de son expérience sur le terrain, et plus récemment de Qui est le diable, l'autre ou l'Occident, paru aux éditions Max Milo, une réflexion percutante sur les lignes de fracture géopolitique et culturelle d'aujourd'hui. Bienvenue à nouveau, Régis Le Sommier. Merci de me recevoir, Eric, je suis ravi. Bah oui, on a trouvé que c'était évidemment plus que jamais vous qui étiez l'invité idéal donc, pour nous parler de ce sujet d'actualité. Donc on a évidemment beaucoup reparlé cette semaine avec la visite justement d'Emmanuel Macron aux États-Unis auprès de Donald Trump. Alors justement, cher Régis, 3 ans après le début de ce conflit russo-ukrainien, je crois d'ailleurs que votre média Omerta va sortir un nouvel hors-série autour de cette guerre appelée Ukraine, la guerre sans fin. Justement, le président français, il était, je le disais, à Washington cette semaine pour rencontrer le nouveau président américain, après son premier mandat. Donc, c'est de nouveau donc, avec Emmanuel Trump qu'il faut parler. Emmanuel Trump. J'ai dit Emmanuel Trump ? Oui, absolument. Oh là là, quel lapsus. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bah oui, parce qu'ils ont fait 2 mandats tous les deux. Oui, Voilà. Puis ils nous ont fait un show où on a bien vu qu'ils s'entendaient quand même pas mal. Ouais, alors on va revenir justement sur cette rencontre. C'est la première partie de cette émission, donc cette rencontre Macron-Trump. Vous l'avez suivi. Est-ce que Emmanuel Macron essaye de se donner une importance qu'il n'a plus sur la scène internationale ? C'est, de l'avis des observateurs, plutôt assez réussi. Comment vous avez observé cette rencontre entre Emmanuel Macron et Donald Trump, cette nouvelle rencontre ? Alors, il y a eu à la fois le show auquel les deux personnages nous avaient habitués. Il faut le dire, en introduction, c'est deux personnes qui, en dépit des embrassades, des claques sur la cuisse et des poignées de main viriles, n'ont que très peu de points en commun. A beautiful wife, quand même. Beautiful wife, les deux, c'est ce qu'a dit Donald Trump. Et en fait, disons que ce qui était très intéressant, c'est que on ne peut pas s'empêcher de penser qu'Emmanuel Macron y est allé. Bon, certes, il embarque l'Europe, certes, il essaye de ramener l'Europe dans le jeu, après que Donald Trump ait fait essuyer au vieux continent finalement une série de déboires par ces annonces, par ce dialogue entamé contre l'avis de tout le monde avec Vladimir Poutine, par cette conférence de Munich qui a commencé par son secrétaire à la Défense qui explique ce qui va se passer. L'Ukraine ne sera jamais dans l'OTAN, l'Europe va devoir payer pour la sécurité de l'Ukraine, on va se retirer et puis accessoirement on va payer notre retour sur investissement grâce à des terres rares. Donc les 4 points clés. Et surtout, l'Ukraine, le 5e, si on peut dire, ne recouvrera jamais ses frontières d'avant 91, ni même ses frontières d'avant 2014. Donc, en fait, tout a été annoncé.
Et Emmanuel Macron décide quand même d'aller à Washington pour dire « je vais convaincre Donald Trump qu'il faut embarquer l'Europe ». Entre-temps, il ne faut pas oublier qu'il y a eu ce fameux sommet de Riyad, qui est une déconvenue absolue et un changement géopolitique total du monde. Le centre de la diplomatie aujourd'hui ne s'exprime plus comme il a pu se faire par le passé à Dresde, à Brandebourg pour la Seconde Guerre mondiale ou à Sèvres pour la Première Guerre mondiale, à Versailles avec les différents traités qui se tenaient et qui se signaient en Europe. Là, on est à Riyad, en Arabie Saoudite, et je prends souvent cet exemple. 110 ans avant cet événement, en 1906, enfin à peu près 110 ans, il y a eu la conférence d'Al Jazeera qui avait réuni à l'époque les grands pays européens. Et pour la première fois dans toute son histoire, les États-Unis participaient à une conférence internationale pour le règlement de la situation économique du Maroc. 110 ans plus tard, les États-Unis sont toujours là. En face, il y a la Russie. On est en Arabie Saoudite et l'Europe n'est plus là. C'est quand même absolument hallucinant. Entre-temps, évidemment, il y a eu la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Et au fur et à mesure de tout ça, l'Europe s'est complètement étiolée. Et aujourd'hui, on arrive à ce que des règlements d'une guerre qui a lieu sur son sol, puisque l'Ukraine, quelque part, c'est l'Europe, se traitent et se terminent ou va potentiellement se terminer avec des acteurs ou grâce à des acteurs qui ne sont pas des Européens. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté, une bascule totale du monde. Et face à ça, on a bien senti que, donc, en allant à Washington, Emmanuel Macron a plaidé pour que l'Europe participe à ces négociations. Il a les moyens de peser sur les décisions de Trump, justement, qui concernent l'Ukraine, d'après vous? Non, alors il a les moyens dans le sens que Trump indique que les Européens vont devoir payer. On a vu cet échange assez surréaliste où Donald Trump explique que ils vont prendre des terres rares pour se dédommager des milliards investis par les Américains. Emmanuel Macron lui dit non, on a payé, nous, Européens, 60%. Ce qui était plutôt d'ailleurs assez couillu. Bien sûr, d'interrompre le président, de dire attendez, pour être exactement clair, nous on a pris 60%. Mais dans les 60%, il y a partie qui est en argent réel. Donc on a payé, et puis il y a des loans, il y a des grants, il y a en fait toute une palette de choses qui sont remboursables par l'Ukraine, qui ne seront probablement jamais remboursées. Tandis que Trump, lui il veut qu'il y ait remboursement, et s'il n'y a pas remboursement, il prendra les terres. Ce qui est absolument incroyable, c'est qu'Emmanuel Macron acquiesce au fait que les terres rares, l'accord va être fait. Alors les Ukrainiens sont vraiment très intéressés, il s'agit de leur futur, il s'agit de leurs ressources. Il s'agit de la manière dont on va acheter leurs terres, mais il y a aussi leur avenir là-dedans, il y a aussi les conditions de sécurité, parce qu'en gros, ce qu'on comprend, c'est que les Ukrainiens sont contents que les Européens les aident, mais ils aimeraient mieux que les Américains fassent un minimum de sécurité pour être tout à fait sûr que Poutine ne va pas profiter de cette accalmie, de ce traité de paix pour les envahir ensuite. Donc, mais ils sont prêts à le faire, ils sont prêts à faire cet accord. Et Trump indique que Volodymyr Zelensky va probablement se déplacer à Washington pour signer cet accord. Tout ça est encore en gestation. Mais ce qui est incroyable, Eric, c'est que cette guerre, on acquiesce sur le fait que, en fait, c'était un investissement qu'ont fait les Américains. C'était de l'argent qui n'a pas été donné, mais qui a été... Voyez, ouais. Bah oui, mais c'est ce que dit Donald Trump. Et on va se payer en retour en prenant pour 500 milliards. Alors, le chiffre a été depuis... On ne parle plus de 500 milliards dans l'accord, etc. Mais c'est ce qu'a dit Donald Trump. Et donc, I want my money back. Voilà. My money, c'est-à-dire l'argent des Américains. Et où est-ce qu'on a vu dans les étapes précédentes que ces dons d'argent, ces dons de matériel à l'Ukraine étaient redevables de la part de l'Ukraine, étaient des prêts, mais pas du tout. Donc en fait, on a transformé finalement une croisade pour défendre le bien, pour défendre une nation agressée sur laquelle les Américains y allaient, pour défendre la liberté, pour défendre nos valeurs. Je me souviens des discours éminemment creux de Gabriel Attal, nous expliquant que les valeurs que nous défendions, les valeurs qui étaient les nôtres, étaient en péril si on laissait l'Ukraine être envahie. Quand on parle de valeurs, on ne parle pas d'argent. Et donc quand on a investi autant, et puis
ce dont on s'aperçoit, c'est quoi? C'est qu'en fait, il s'agissait d'un prêt, il s'agissait simplement d'investir peut-être pour les États-Unis, le but c'était affaiblir la Russie, c'était aussi couper l'approvisionnement en gaz bon marché de l'Allemagne, ça a été fait avec Nord Stream, et ensuite c'était faire avancer la cause de l'OTAN. Bon, là, ça ne va pas se faire, on a compris que Poutine y avait mis un casus belli. Et d'ailleurs, Trump l'a reconnu. Trump a dit si Joe Biden est responsable de cette guerre, vous vous rendez compte, est responsable de cette guerre parce qu'il a dit qu'il voulait que l'OTAN avance et que c'est la raison pour laquelle il y a eu cette guerre. Donc en fait, Donald Trump reprend complètement la narration poutinienne d'expliquer qu'il fallait se dresser contre l'avancée de l'OTAN. Donc c'est assez incroyable ce volte-face et surtout l'attitude d'Emmanuel Macron qui est finalement mis devant le fait accompli, ne peut qu'acquiescer, tente de sauver les meubles en disant il faut embarquer l'Europe dans les négociations, il faut embarquer l'Ukraine, et il revient et il explique d'ailleurs dans une visioconférence dès son retour à ses homologues européens, qui sont eux-mêmes divisés sur le fait d'intervenir, d'envoyer des troupes. Vous avez les Français et les Anglais qui sont en effet OK pour envoyer des troupes, mais vous avez des pays comme la Pologne qui ont dit non, de façon assez surprenante. Donc les Européens ne sont pas du tout avec une seule voix. Quand Emmanuel Macron, lundi en 8, a convoqué un mini-sommet des pays européens pour discuter justement de cette absence de présence au moment où les Russes et les Américains étaient à Riyad, eh bien, il y avait 10 pays autour de la table sur 27. C'est même pas la moitié. Alors, c'est les plus gros, c'est les plus grands, les plus riches, mais c'est quand même 10 pays sur 27. Donc tout ça ne fait pas l'unanimité. Et quand Emmanuel Macron joint ses homologues après son entretien avec Donald Trump, il dit de toute façon, même l'OTAN, même vis-à-vis de l'OTAN, il ne va pas y aller. Il va pas, voilà. Vous parliez de l'Europe après 3 ans de conflit. Est-ce que la France, là je parle uniquement de la France, a encore une voix qui pèse dans ce conflit russo-ukrainien ? Moi, je crois que, en fait, cette voie aurait pu exister si Emmanuel Macron avait gardé la stratégie qui s'était fixée au début. C'est-à-dire cette idée que, alors on disait oui, suivant l'interlocuteur, il disait pas la même chose. Ce qui a été vrai lors de son voyage, premier voyage à Kiev, ensuite à Moscou, on se souvient la table interminable. Voilà, il avait dit des choses, il avait rapporté des choses de l'entretien. Les Russes avaient contredit ce qu'il avait dit en disant non, c'est pas du tout ça qui s'est dit. Et puis il avait dit des choses à Zelensky qui n'étaient pas tout à fait les mêmes. Donc on peut qualifier ça de en même temps, mais enfin, chez Emmanuel Macron, il y avait une tentative d'essayer justement d'être une puissance médiane, une puissance de compromis. Ce qui est le rôle de la France naturelle. Donc il y avait dans l'idée du coup de fil, dans l'idée de la... je me souviens d'ailleurs, moi, d'être allé en Russie à ce moment-là, et beaucoup de gens m'interrogeaient sur le rôle d'Emmanuel Macron dans ce processus, et je leur disais, vous regardez, il appelle toujours Vladimir Poutine. Il y a la guerre a commencé, mais il y a toujours cette politique du coup de fil, et donc tous les liens ne sont pas coupés. Et ce qui s'est passé, je pense qu'il y a eu plusieurs événements. Il y a eu la campagne électorale d'abord, où Emmanuel Macron n'a pas fait campagne contre Marine Le Pen et contre les autres, en expliquant qu'il y avait la guerre en Ukraine et qu'il fallait qu'il s'occupe des choses sérieuses. Donc ça lui a permis de s'exclure de la campagne. Et pendant les clips qu'il a fait pour montrer aux Français qu'il était aux commandes, il a mis en scène un de ses coups de fil à Vladimir Poutine, où on entend Vladimir Poutine. Les Russes, apprenant ça ou voyant ce clip, ont dit « c'est bon, c'est terminé, on arrête ». Et globalement, depuis, il n'y a plus eu de coup de téléphone. Et Emmanuel Macron, de facto, a pris une position ultra vis-à-vis de l'Ukraine, a été un des premiers à évoquer l'envoi de troupes, a expliqué qu'il n'y avait plus de ligne rouge. Donc dans la série d'escalades qui a jalonné ce conflit, parfois avec des menaces nucléaires côté russe, parfois avec l'accord pour que les Ukrainiens utilisent des missiles de longue portée côté américain. Donc on est passé très près de points
de point de non-retour, en fait. On est allé dans des moments, avec des moments de tension. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand ce missile S-300 de la défense ukrainienne, qui veut intercepter un missile russe, retombe sur un village polonais, tuant 2 paysans. Tout de suite, ça y est, il y a un missile qui s'est abattu sur la Pologne. Stupeur. Ils veulent nous envahir. On se dit, voilà, la guerre a commencé. On était près de Sarajevo, en fait, de l'assassinat de l'archiduc. Et c'est très intéressant parce qu'il y avait un certain nombre de... il y avait peu de voix, mais je me souviens en particulier de la voix d'Henri Guénaud, qui à l'époque avait écrit en mai ou en avril 2022 un édito dans le Figaro, où il disait « Nous allons à la guerre comme des somnambules ». Et il expliquait le mécanisme d'engrenage. L'idée du somnambule, il l'avait reprise d'un historien australien dont le titre, justement, le titre de son livre sur 14-18, c'était ça. C'est « Nous allons à la guerre comme des somnambules ». Et le thème principal, c'était de dire « Aucun des leaders des puissances en 14 ne voulait 20 millions de morts, mais que progressivement, à force de faire peu de concessions et à force d'aller dans l'engrenage, eh bien, on a fini par faire 20 millions de morts, et la Seconde Guerre mondiale étant héritée de la Première. Bref, il alertait déjà à l'époque, mais il y avait peu de voix qui alertaient. Et donc, voilà, on est tombé sur on est allé très très loin. Et Emmanuel Macron, là-dedans, a joué un rôle clé, ce qui fait qu'aujourd'hui, la difficulté, comme le mentor principal, c'est-à-dire les États-Unis, tant qu'il y avait la locomotive américaine qui menait le train des Alliés, le train de l'OTAN avec l'Europe derrière, bah, finalement, c'était assez confortable. On voyait, les Russes pouvaient avancer, mais il y avait quand même un bloc assez cohérent de défense de l'Ukraine qui existait, avec les sanctions sur le gouvernement russe, même si celui-ci avait réussi à les contourner via d'autres alliances. Mais si vous voulez, il y avait une sorte de démarche cohérente. À partir du moment où ce train, moi je dis, la locomotive s'est arrêtée, c'est-à-dire les États-Unis, nous on est tous dans les wagons. Qu'est-ce qu'on fait? On reconstruit une locomotive? C'est ce qu'on nous demande. Donc on demande de reconstruire une locomotive pour continuer, alors que le moteur principal n'est plus là. Ça change complètement les choses. Je crois qu'on est vraiment en ce moment, là, au moment où on parle, dans les limbes d'un nouveau monde. C'est-à-dire, la diplomatie française, elle a une carte quand même à jouer encore face à Moscou. Mais on voit bien qu'elle est contrariée entre l'attitude précédente qui continue à privilégier une sorte de dureté, parce qu'on dit si on n'affronte pas Poutine, si on ne lui tient pas tête, il va nous envahir. Ça, c'est l'axe principal. Une promesse qu'ont fait Jean-Noël Barrot et également Keir Starmer en Angleterre de durcir les sanctions contre la Russie. Mais à quoi ça va servir de durcir les sanctions contre la Russie si dans le même temps les États-Unis allègent les leurs? Vous ne croyez pas que l'allègement des sanctions américaines est beaucoup plus important pour Poutine que le renouvellement des sanctions françaises et anglaises? Donc on continue avec des habitudes, je vous dis, de quand on était dans ce train avec la locomotive américaine. Malheureusement, elle n'est plus là et il va falloir qu'on reformate véritablement notre logiciel. Alors, vous avez raison de dire, est-ce qu'on a encore une carte à jouer? Je pense qu'on a toujours une carte à jouer. La France a toujours une puissance. La France a la bombe atomique. La France est une des principales armées en Europe. Donc, fatalement, nous sommes un acteur. Mais aujourd'hui, tout est chamboulé. Le monde est en train de naître. Un nouveau monde est en train de naître. Donald Trump, voilà. Mais Donald Trump a décidé d'aller très loin. Vous rendez-vous compte, il a dit d'ailleurs une hérésie hier en expliquant que l'Union européenne avait été créée contre les États-Unis. C'est pas vrai. L'Union européenne, elle a été créée avec l'aval et la volonté des États-Unis. D'ailleurs, pour introduire une dimension supranationale, pour lutter contre les souverainetés respectives. Donc il y avait déjà un élément supranational qui pouvait peut-être potentiellement imiter le modèle constitutionnel américain. Et puis, les pères de l'Europe, Jean Monnet, Robert Schuman, étaient des grands amis de Roosevelt, des grands amis des Américains. Donc voilà, certains disent agents, ou en tout cas... Mais en tout cas, l'Union européenne a été faite avec l'assentiment des Américains, pas du tout dans le but d'arnaquer les États-Unis, comme l'a dit Donald Trump hier. Mais peu importe, la façon dont Trump le perçoit, ça veut dire qu'il est décidé à faire la guerre à l'Europe, il est décidé à nous mettre la tête sous l'eau. Déjà, il y a les taxes douanes, et il a dans le même temps 25%. Et ce qui est
terrible aussi avec la visite d'Emmanuel Macron à Washington et le fait qu'il semble s'entendre, c'est que le même jour, Éric, vous avez à l'ONU les Américains qui votent avec les Russes une résolution sur la fin du conflit en Ukraine qui ne concerne même pas l'intégrité du territoire ukrainien, c'est même pas mentionné. Les Américains votent, les Russes votent avec les Américains à l'ONU. Qui aurait pensé que les Russes et les Américains auraient pu voter ensemble? Les Français, les Anglais s'abstiennent, ne mettent même pas leur veto. Donc il y a assentiment, et ça veut dire que le jeu est plié, c'est fini. Le bilan de cette visite aux États-Unis, pour vous, il est quand même plutôt positif. Macron s'est un peu redoré son blase, comme on dit. Bah écoutez, ça dépend comment on le perçoit. Peut-être qu'au niveau français, on avait besoin aussi d'une séquence où il montre à son opinion publique qu'il est capable de créer un lien, d'avoir un lien véritable et de... Ça revient encore à quelque chose, puisque en politique intérieure, ça y est, c'est... disons que c'est le domaine plié. réservé, c'est le seul sur lequel il a les coups des franches. Et bon, il a pas mal exécuté sa partition, même si il faut quand même reconnaître que en revenant, il explique que dans quelques semaines, il y aura un cessez-le-feu, alors que la semaine suivante, il expliquait que le même cessez-le-feu équivaudrait à une capitulation. Voilà, c'est toujours le en même temps avec Emmanuel Macron. Dans les mots, si vous prenez dans les mots, vous me direz Donald Trump aussi, il peut dire tout et son contraire. Mais Donald Trump est quand même très dirigé vers un endroit précis. Il y a un but précis. On pourra y revenir si vous voulez, on va évoquer la question de la Chine, j'imagine. Mais c'est vraiment là où se situe le but de Donald Trump. Alors, j'aimerais qu'on aborde à présent, justement, puisque vraiment, je le disais, vous êtes, selon moi et selon pas mal d'observateurs, vraiment des spécialistes qui connaissaient le mieux ce sujet, notamment de l'Ukraine, de la guerre en Ukraine, qu'on parle un peu de cette négociation Russie-Ukraine. Donc, Poutine prêt à négocier avec Zelensky, si nécessaire, hein, sont les termes. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a quand même précisé que, je cite, le cadre juridique des accords devait être discuté en tenant compte de la réalité. Comment est-ce que vous interprétez ces propos, Régis Le Sommier ? Écoutez, ce qui est assez notoire, c'est que Poutine accepte de discuter avec Zelensky, ce qui était jusqu'à présent inenvisageable. Et d'ailleurs, les Américains avaient fait une sorte de fleur aux Russes en imposant... C'est peut-être dû à Trump, ça, non ? Il ne l'a pas mis quand même quelque part la pression à Poutine, non ? C'est possible. Mais il y a sans doute une compensation quelque part. Parce que ce qu'il faut actuellement pour Trump, c'est convaincre pour Poutine d'arrêter les combats. Pourquoi les Russes arrêteraient les combats ? Je le dis toujours, quand ils sont dans une phase où le tempo opérationnel sur le terrain a augmenté et ils vont probablement reconquérir d'autres... Alors, avantage. Voilà. Donc ça, c'est une vraie question et il faut avoir des arguments pour ça. Il faut pouvoir lâcher du lest. Trump en a lâché pas mal, au point que certains disent « Ah, il est complètement dans la main de Poutine, etc. » Pardon. Là, il y a une forme de concession, on va dire, de la part de Poutine, qui ne voulait pas voir Zelensky. Les Américains ont tenté d'imposer des élections, sachant insidieusement que Zelensky n'était pas garanti d'être réélu. Il y a des personnages autrement plus populaires que Zelensky, en particulier Valéry Zaloujny, qui est l'ancien chef d'état-major des armées, que Zelensky a écarté en le nommant ambassadeur à Londres. Vous voyez, c'est un peu le vieux phénomène de César et de Pompée. On envoie le général glorieux aux confins de l'Empire pour s'en débarrasser. Et en fait, si Zaloujny se présente, il y a de fortes chances qu'il puisse battre Zelensky. Il y en a d'autres aussi. Il y a Kirilo Budanov, qui est le chef du SBU, ou du GUR plutôt, et qui commande des services de renseignement ukrainiens, qui lui aussi a des ambitions politiques. Enfin, il y a plein de personnages comme ça, l'ancien ministre de la Défense, qui pourraient se présenter aux élections, ce qui permettrait aux États-Unis d'avoir un homme neuf, un homme à eux. Par exemple, Budanov est très très dans la main des États-Unis, Zaloujny aussi, mais moins, et pour pouvoir négocier avec les Russes, d'avoir un nouveau personnage. Et les Russes, ça leur permettrait de ne pas avoir Zelensky en face. Là, visiblement, les Russes ont dit on accepte Zelensky. Ça veut dire qu'il y a peut-être un changement. Je crois que la Rada, le Parlement ukrainien, a renouvelé sa confiance en Zelensky, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Zelensky, officiellement, n'est plus le terme du mandat de Zelensky à expier.
Donc, C'est incroyable, ça, voilà. c'est depuis quand ça? Enfin, Ça fait, je sais pas, environ 6 mois. donc officiellement, il est quoi, président en... Bah, il est président parce qu'on est en temps de guerre et que Ouais. les choses sont exceptionnelles. Et là, il avait besoin de cette Et caution. dans les faits, il devrait y avoir de nouvelles élections. Bah, si les Russes lui reconnaissent le fait d'être président, ça le conforte et ça veut dire que les choses peuvent continuer. Mais tout ça, à mon avis, se fait en termes de... parce qu'on a appris qu'au départ, il avait refusé catégoriquement de signer l'accord sur les terres rares. Là, les Ukrainiens ont dit hier qu'ils étaient prêts à signer cet accord, à l'exception des mesures défavorables à l'Ukraine. Les mesures défavorables à l'Ukraine, quelles sont-elles dans le cadre de cet accord ? On va voir, ça ne va pas être simple, mais en tout cas, visiblement, on arrive vers une négociation et peut-être que tout ça est lié. Je dis que c'est une hypothèse, je ne suis pas dans le secret des dieux. En tout cas, on semble avancer. Les Russes... Quelles conditions Poutine il pourrait mettre comme condition pour justement s'asseoir à la table des négociations? Je pense que Poutine a déjà clairement exprimé que les territoires Donbass et conquis, les territoires On va débattre conquis dessus. ne reviendraient pas. Ensuite, il y a la question de la démilitarisation de l'Ukraine, qui était l'objectif de l'opération spéciale, dénazification, démilitarisation, mais certainement pas une Ukraine chapeautée par l'OTAN. Ça, c'est un impondérable. Or, Zelensky a dit à un moment qu'il était prêt à se retirer du pouvoir Si à partir du l'Ukraine moment intégrait l'OTAN. où l'Ukraine a intégré l'OTAN. Donc, il tente son va-tout, il joue le tout pour le tout. Ça, c'est mort pour vous complètement. Pour moi, c'est mort. Et je pense que ce qui va se passer, ça va être un front figé, avec, là aussi, des Russes hostiles à la présence des Européens, à la présence militaire des Européens, les Européens partagés sur cette présence, parce que l'idée, c'est force d'interposition, mais pas force de combat, face à des Russes qui pourraient, à nouveau, s'ils le décident, il faut trouver les garanties pour empêcher les Russes de recommencer l'offensive. Et là, il y a tout un jeu tout un équilibre qui est en train de se mettre en place. Moi, je crois que ça va jouer énormément sur l'allègement des sanctions vis-à-vis des Russes. Ça, c'est vraiment le talon d'Achille des Russes, c'est les sanctions imposées sur eux par les Américains et par l'Europe. Si une partie de ces sanctions sont levées, les Russes seront beaucoup plus conciliants, à mon sens, puisqu'ils ont obtenu en Ukraine environ 20% du territoire. Bon, ont-ils besoin de dépasser le Dniepr et de conquérir l'Ouest ? J'en doute totalement. Je pense que ça n'était pas leur objectif. Au départ, ils voulaient faire une blitzkrieg qui a échoué. L'armée russe a connu des séries de revers, mais elle a appris de ses erreurs. Et ensuite, la Russie a stabilisé le front et a conquérir une grosse, on va dire 20% de l'Ukraine. Est-ce qu'on peut dire, Régis, qu'avec justement cette période qui s'ouvre, non pas qui souffre, est-ce que la guerre dans une nouvelle phase où la diplomatie peut, et ce qui est plutôt une bonne nouvelle, alors est-ce que c'est dû à Trump, je ne sais pas, prendre le dessus? Écoutez, quand on était dans la précédente administration, l'administration Biden, je vais revenir sur un épisode en particulier qui m'a marqué, qui passait un petit peu inaperçu, mais pourtant qui était essentiel. Un article du New York Times qui a été publié une semaine à peine après l'élection de Donald Trump, qui racontait que ce qu'on avait pu remarquer ou ce qu'on n'avait pas voulu voir, à peu près à l'automne 2022, le chef d'état-major de l'armée américaine, Mark Milley, avait commencé à faire avait fait une conférence de presse qui avait fait un peu date au Pentagone, expliquant que une partie en fait, les territoires que les Ukrainiens avaient perdus, que ce soit la Crimée ou le Donbass, en gros, en termes militaires, il estimait à très très peu de chances le fait que les Ukrainiens récupèrent la Crimée un jour, par exemple. Il donnait cet exemple. Et il disait le plus tôt sera le mieux quand il y aura une ouverture de négociation. À un moment, ce même Mark Milley, je ne crois pas à la même occasion, mais à une autre occasion, a prononcé le mot de paix, de traité de paix. Et là, on est quand même avec le chef de l'appareil militaire américain intégré dans l'OTAN, aux commandes, on va dire, de cette opération de maintien en survie de l'Ukraine. Dans le même temps, vous aviez un Anthony Blinken, chef de la diplomatie américaine, secrétaire d'État, qui lui expliquait que le gouvernement avait décidé un nouveau package d'aide à l'Ukraine, des armements. On parlait à cette époque d'envoyer des chars lourds, que les États-Unis allaient pousser pour que ça soit le cas. Il y avait la conférence de Ramstein à l'époque
pour potentiellement envoyer des Léopards, des Abrams, des Defenders anglais. Bref, toute une nouvelle artillerie plus qui montrait et qui se traduisait par une application plus importante en armement et en matériel, on va dire, des États-Unis et de leurs alliés. Ce qu'on ne voyait pas à l'époque, c'est que le chef de la diplomatie poussait à plus d'armement, tandis que le chef de l'armée lui disait négociation et paix. Et on a appris, à la faveur de cet article du New York Times, qu'en fait, il y avait eu des échanges très très vifs entre Tony Blinken et Mark Milley sur le fait qu'il fallait absolument poursuivre la guerre. C'est une suite de l'épisode Boris Johnson que tout le monde connaît maintenant, mais qui à l'époque, je vous rappelle, était taxé, quand on en parlait, on était considéré comme complotiste. Boris Johnson a fait échouer l'accord négocié en avril 2022 à Antalya entre la Russie et l'Ukraine pour arrêter la guerre. Qui est allé voir Zelensky, qu'il a fait pression sur Zelensky pour lui disant « tu ne signes pas cet accord » parce qu'il fallait continuer. Et le message d'Anthony Blinken, chef de la diplomatie américaine, nous devons continuer à fragiliser la Russie. Nous devons continuer cette guerre. Donc la diplomatie, les grands personnages européens, occidentaux, poussent à ce que la guerre se continue, alors que les militaires sur le terrain voient très bien qu'elle n'est pas gagnable et favorisent la négociation. Donc c'est l'inversion de tout. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, on a voulu continuer cette guerre, il y avait des objectifs. Je pense qu'à partir du moment où Nord Stream a été plastiqué, c'était un des gros objectifs. Il s'agissait de détacher économiquement le lien entre l'Allemagne et la Russie. Ça a été acquis pour que l'Allemagne revienne dans le giron américain quelque part. Ils peuvent s'en féliciter parce qu'avec Olaf Scholz, ils avaient un allié, mais là, ils ont, avec Friedrich Merz, quelqu'un qui a été à la tête de BlackRock en Allemagne, donc quelqu'un qui est un très proche des États-Unis, mais qui parle d'indépendance allemande parce qu'il reste attaché à l'ancienne philosophie, il n'est pas pro-Trump, mais le réalisme allemand va faire qu'à un moment ou un autre, de toute façon, il faudra qu'ils remettent le tuyau entre l'Allemagne et la Russie pour recommencer justement à booster leur économie. Les Allemands ont véritablement perdu de cette guerre économiquement. Ils ont affaibli leur économie qui était prospère. Donc, si vous voulez, les États-Unis ont poussé tout ça jusqu'à tenter justement d'imposer l'OTAN en Ukraine. Ça n'a pas fonctionné. La guerre n'a pas été dans le sens... et c'est là où il y a quelque chose d'absolument incompréhensible pour moi, c'est que dès le départ, on ait imaginé que l'Ukraine puisse vaincre la Russie. Je trouve que là, on était vraiment dans... Ah si, la Poésie le disait sur elle. Ah non, mais je sais, mais je pense que là aussi, on peut percevoir, nous qui sommes des hommes de médias, des journalistes, percevoir les limites de la narration appliquée, c'est-à-dire les limites de l'imposition d'un... Là encore aujourd'hui, dans les histoire. médias, c'est incroyable. Les généraux de plateau, comme on dit, on a l'impression vraiment qu'il y a presque une équivalence entre les deux pays, quoi. C'est un truc de dingue. Oui, alors que vous aviez, dès le départ, 141 millions d'habitants d'un côté, on va dire 40 millions de l'autre. Donc vous aviez un rapport d'un tiers, deux tiers en plus pour la Russie. Et que c'était en plus... Au vu de la culture militaire russe, et même si une partie de son armée n'était pas au top, même si... Il y a une résistance quand même qui était mais notoire, notoire et magnifique. Et l'Ukraine est probablement devenue véritablement une nation à l'aune de cette guerre, dans le sang. Elle a perdu énormément, mais en tout cas, elle a gagné cette stature. Voilà, ce que ça fera pendant le futur, je n'en sais rien, mais en tout cas, on a, si vous voulez... miser sur quelque chose qui n'était pas gagnable. Pour revenir à Trump, justement, qui voulait en tout cas, semblait vouloir accélérer une issue au conflit. Il avait d'ailleurs promis, on se souvient, pendant sa campagne d'arrêter cette guerre. Bon, en 24 heures, c'était une image, je pense. Est-ce qu'on peut, raisonnablement aujourd'hui, Régis, s'attendre à une fin, on va dire, rapide, étant donné, justement, ces derniers pourparlers entre Washington et Moscou ? Est-ce que c'est raisonnable d'imaginer que ça pourrait se terminer assez rapidement, ou finalement c'est complètement illusoire? Écoutez, il y a deux choses à prendre en considération, c'est le moral et l'état des troupes ukrainiennes sur le terrain. On va arriver à la période du printemps, qui est une période compliquée toujours. Il fait moins froid, remarque. Oui, mais il y a ce qui s'appelle la fameuse Rasputitsa, qui est la boue.
donc le dégel, et donc qui empêche les véhicules blindés d'avancer, qui crée pour les fantassins Ça veut énormément dire que de c'est plus problèmes. compliqué Oui, il y a 2 périodes qu'en plein hiver. compliquées. La période les premières pluies, fin de l'été, automne, où là, vous avez une première rasputitsa, c'est-à-dire que la terre est gorgée d'eau, et c'est une terre de tchernosium, donc une terre noire très riche, très collante. Et moi, je l'ai expérimenté là-bas. Quand vous traversez un champ et qui a la boue, rapidement, vous avez plus d'1 kilo sur chaque pied. Donc, jusqu'à présent, ça c'est très intéressant, les fantassins faisaient comme dans toutes les guerres, c'est-à-dire qu'ils se mettaient sur les véhicules de transport de troupes, donc il y avait des transports de troupes à l'intérieur, enfin des hommes à l'intérieur, et puis une dizaine de fantassins également à l'extérieur pour pouvoir traverser avec des chenilles, parce que le Donbass, quand c'est cette période-là, les roues sont complètement sont à proscrire, parce que vous ne pouvez pas avancer dans un terrain boueux avec les roues. Donc les chenilles vous permettent d'avancer, et vous aviez une masse de fantassins qui se greffaient pour pouvoir, comme ça se fait dans toutes les guerres, vous savez, le char ou le véhicule blindé permet aux troupes d'avancer. Là, aujourd'hui, c'est plus du tout possible à cause des drones. C'est-à-dire que les On va en drones, parler des drones. et en particulier les drones d'attaque, aujourd'hui, 10 fantassins dessus, 5 ou 6 à l'intérieur, ça vous fait 15 hommes au tapis avec un seul drone. Donc on ne fait plus ça. D'ailleurs, aujourd'hui, les rassemblements de troupes sur tous les endroits du front, on a rarement plus de 5, 10 soldats ensemble en même temps. Rarement. Pourquoi ? Parce que les grandes concentrations, évidemment, le drone arrive et il percute. Les déplacements de blindés se font de façon très délicate quand la météo, par exemple, ne permet pas aux drones d'opérer. Quand il y a de la neige, quand il y a de la pluie forte, Justement, là, on va en parler des drones. Je comptais en parler plus plus tard. mais Mais si vous c'est voulez, intéressant voilà, je parce vais que donner quelques vous avez exemples. évoqué dans d'autres analyses justement le rôle joué par ces drones Oui. sur le front ukrainien avec Julie Perron et Charles Danjou. Vous avez d'ailleurs sorti un documentaire sur le sujet appelé « Sous le ciel de feu, les Français de Poutine ». Oui. Quel rôle justement, et ça c'est vraiment intéressant Régis, que vous nous disiez, quel rôle occupe aujourd'hui cette technologie sur le champ de bataille? C'est vraiment la nouveauté, on va dire, puisque Ouais. ça a quelques années seulement. Mais même pas quelques années, c'est-à-dire entre le moment où on a réalisé ce documentaire qui était en novembre, décembre de l'année dernière, et aujourd'hui nous sommes quasiment en mars, déjà on a noté... On est en mars, même je vous le confirme. On est en mars, voilà. On a noté quelques changements au niveau notamment de la qualité image des drones, l'utilisation de drones filaires, aussi de drones filoguidés, qui avait à notre époque, mais à notre époque, je vous parle d'il y a 2 mois. Donc c'est une technologie qui évolue en permanence, hein, avec également, pour ce qui est des voies de ravitaillement, on a vu les Russes grillager de filets entièrement des routes pour permettre l'approvisionnement de leurs troupes, notamment du côté de Chassivillard, où une des routes est entièrement couverte de grillage pour empêcher les drones d'attaquer les véhicules de ravitaillement pour les troupes. Donc ça veut dire que voilà, il y a une adaptation en permanence qui se fait à cause de la donne de l'élément drone. Ce que j'avais pu noter, moi, par rapport à d'autres théâtres sur lesquels j'ai eu l'occasion de faire des reportages, notamment en janvier 2023 au nord de Bakhmout, sur la zone de Kremina-Svatovo, où j'avais assisté en première ligne à l'usage de drones avec de l'artillerie. Et à l'époque, les drones étaient envoyés en observation pour repérer les positions ukrainiennes de façon à ce que, donner les points, de façon à ce qu'elles soient traitées par les pièces d'artillerie. Ça, c'est l'usage classique où l'artillerie reste dominante. Ce que j'ai vu à Koursk, c'est que l'artillerie existe, elle est là évidemment, mais le drone a un rôle central. Je vous disais, plus de véhicules avec des quantités d'hommes dessus, mais des pick-up qui vont très vite pour échapper justement à une attaque de drone ennemi, avec un brouilleur sur le toit, ou des quads, ou des motos, des toutes petites unités de dronistes absolument dédiés et qui vont aller percuter pour pouvoir, par exemple, empêcher une colonne ou fixer une colonne ukrainienne et l'empêcher d'attaquer une avancée russe. C'était en l'occurrence cette situation dans laquelle on était. Ces 3 types qui vont dans une forêt, qui lancent leur drone,
qui mettent une antenne, l'antenne projette à 20 km, et à 20 km, vous pouvez attaquer ce que vous voulez, avec un drone d'observation pour repérer où sont les Ukrainiens, et un drone d'attaque qui va arriver. Et aujourd'hui, le drone d'attaque combine largement les deux, et on a des drones qui pénètrent dans les tentes, qui vont dans les immeubles, et qui vont percuter ce qu'ils veulent à l'intérieur. Avec, en plus, cette retenue. J'ai même vu une image absolument incroyable l'autre jour, dans la ville de Pokrovsk. Un drone russe a repéré un camion ukrainien. Au moment où il s'apprête à le frapper, il y a une petite vieille qui sort sa poubelle. Le drone la voit, il arrête, il ralentit. La petite vieille passe, elle place sa poubelle, elle repart, et le drone y va et il percute le véhicule. Donc c'est absolument incroyable. Donc vous ne pouvez plus aujourd'hui faire une concentration de troupes au même endroit, concentrer des blindés hors peut-être une forêt épaisse. Dans ce cas-là, il est plus difficile. Mais expliquez-moi technologiquement comment c'est armé, un drone, c'est quoi? Ah mais c'est tout simple, ces drones-là, c'est tout petit quand même. c'est des drones qu'on trouve dans le commerce. Et on leur met quoi dessus? Eh bien, on leur met une tête de RPG, 2 têtes de RPG. Dites-nous Les ce que c'est des RPG, têtes de c'est RPG. des comment c'est, si vous voulez, c'est l'ogive du bazooka. Voilà, un RPG, c'est un. Donc c'est la puissance. Donc Non, c'est plutôt l'explosif qu'il y a dans ces têtes qu'on va mettre donc sur le le drone drone. devient entre guillemets kamikaze. Il devient vient kamikaze, on lui met du scotch. On met la tête. Et il vient se shooter. Et il vient, voilà. Et bon, vous avez plusieurs types d'explosifs. Vous pouvez mettre 2 têtes de RPG. Parfois, vous pouvez mettre. Ça, c'est assez efficace. Et ça vous brûle un char. Donc, c'est incroyable. Ça coûte combien un drone équipé comme ça? Quelques 400, 500 euros. Pas plus Ouais, que ça. c'est tout, voilà. Alors les drones filaires, je ne sais pas exactement combien ils coûtent. Je suis pas spécialiste, mais ce que j'ai pu voir est très impressionnant, surtout dans le mélange de high-tech, de brouillage d'ondes. On vit dans un univers complètement saturé où les types en face essayent de brouiller parce qu'ils ont exactement les mêmes technologies et c'est tous des geeks. Donc ils repèrent les fréquences sur lesquelles opèrent les autres. Donc ils essayent de piquer leurs fréquences. Parfois ils piquent la caméra d'un autre drone. On a assisté, nous, on a vu la caméra d'un drone qui était en fait un drone ukrainien qui arrivait vers nous. Donc on voit la caméra, mais on dit mais c'est pas le nôtre celui-là. Et paf, c'était la caméra de l'autre. Donc voilà, ce genre de choses, ultra haute technologie, avec de la rusticité, c'est-à-dire qu'on est quand même obligé de monter à l'arbre à 15 mètres pour mettre l'antenne là-haut, pour pouvoir multiplier la distance dans laquelle on va pouvoir projeter le drone. Il va falloir faire attention évidemment aux batteries, parce que ça use de la batterie. Si la charge est trop lourde, le drone va rapidement tomber et peut-être pas atteindre son objectif. Là, en l'occurrence, il y a eu une journée où ils en ont balancé 4. Sur les 4, il y en a 2 qui ont atteint leur objectif. Les 2 autres ont été perdus. Donc il y a aussi des perditions. Mais si vous voulez, c'est une atmosphère complètement infernale. On passe notre temps à regarder où viennent, à observer, à écouter le petit gzz et à le redouter, ce petit gzz. C'est terrible. Et en fait, Vous l'avez entendu beaucoup, vous? Ah, ça m'est arrivé, oui, dans un précédent reportage, on en a vu un juste arrivé à côté de nous. Et là, on s'est jeté, il y avait de la neige, il est allé finalement percuter une camionnette à côté. Il a vu nos casques bleus, peut-être qu'il s'est dit c'est des journalistes, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'est pas venu vers nous. Et on s'est jeté dans la neige tout en se disant, ça ne sert à rien. S'il veut, il vient, il nous tue. On n'a aucun moyen de se projeter. On voit des vidéos d'ailleurs où les soldats... essayer de shooter le drone. Alors voilà, si on peut le shooter avec son fusil, mais le mieux, c'est pour ça que ce que font les dronistes, c'est qu'ils embarquent un vieux fusil de chasse avec de la chevrotine, parce que ça diffuse, et là, ça casse le drone. C'est le truc le plus efficace. Donc ce que je voulais vous dire, c'est ça. C'est ce mélange de scotch avec lequel on bricole, on envoie sur un endroit, un élément ultra high-tech, d'ultra technologie, et de rusticité et d'archaïsme absolu, où on bricole des trucs. Est-ce qu'on peut dire quand même que c'est devenu le drone l'arme décisive qui peut faire basculer le conflit d'un côté ou d'un autre? Est-ce qu'on peut dire ça ou c'est exagéré? Je pense que moi, j'avais décrit un de mes reportages en disant c'est Verdun avec les drones, si vous voulez. C'est-à-dire que Verdun, vous aviez déjà l'artillerie, là vous avez toujours l'artillerie qui vous empoisonne la vie, mais là en plus vous avez les drones qui peuvent venir dans votre tranchée. À Verdun, le drone allemand, il n'y a pas un drone allemand qui pouvait venir dans la tranchée française et vice-versa. Donc ça, c'est un élément sur lequel
le fantassin est obligé de... On peut parler de guerre futuriste avec cette technologie ou presque ou pas? Bah oui, si vous voulez, mais par Est-ce que exemple... ça annonce pas la fin des grandes offensives classiques justement avec Si, l'artillerie mais lourde? dans les abris en sous-sol, par exemple, quand le drone peut arriver à l'entrée, ce que souvent ils font, c'est qu'au lieu d'avoir une ouverture qui ouvre vers une salle, vous allez avoir un décrochage sur la gauche. Comme ça, le drone ne va pas forcément pouvoir tourner, quoique maintenant, il est de plus en plus... voilà, et il trouve la parade à chaque fois. Donc à chaque fois, il y a un élément d'adaptation. Et ce qui est fabuleux avec les Russes et les Ukrainiens, c'est la capacité, leur capacité d'adaptation à des éléments technologiques qui chaque jour, ou presque, se perfectionnent. Et donc la guerre devient plus compliquée. Elle devient plus, c'est plus des offensives micro, on va dire, même si parfois il y a effectivement des grandes percées, il peut y avoir encore des grandes offensives à travers champs, mais tout dépend en fait de l'unité que vous avez en face. Si c'est une unité avec une équipe de drones extrêmement aguerrie, ça va être difficile de passer. Et puis après, vous avez la question de l'artillerie qui domine aussi. Mais pareil, les canons sont extrêmement camouflés. On essaye de les mettre sous des arbres, dans des fonds de cours, etc., etc., et de les sortir simplement au moment où on doit faire le tir. Allez, j'aimerais qu'on revienne sur la guerre et notamment sur la guerre de la communication aussi. On parlait tout à l'heure des plateaux TV de Va en guerre et de généraux de plateau. Quel regard vous portez encore, vous qui êtes journaliste justement, on le rappelle, et observateur justement de ces médias, notamment en France, sur ces chaînes de télévision? Bon, je parlais d'LCI, mais finalement, il n'y a pas qu'LCI. Chaînes qui ne cessent pas encore aujourd'hui de dire que l'Ukraine peut gagner la guerre, Ouais. que... on a même vu Darius Rojbin, mais un truc édifiant qui disait qu'il fallait rester optimiste. On peut encore continuer la guerre. Alors, il a bien précisé pour récupérer le Donbass et la Crimée, mais enfin, quel regard vous avez sur cette analyse qui est faite par ces observateurs qui devraient d'abord être neutres et puis surtout qui ont l'air complètement, idéologisés, je sais pas si ça se dit. Ouais, écoutez, moi j'ai, par rapport à Darius Rojbin, je sais qu'il s'est rendu, je crois, Qui est plutôt un journaliste au départ. Oui, très plutôt honnête et plutôt intelligent et cultivé. Il s'est rendu, alors pour lui, je ne ferai pas une exception, mais je sais qu'il s'est rendu à Kiev. Je ne suis pas sûr qu'il soit allé beaucoup plus loin. Peut-être a-t-il été rencontrer quelques soldats ou quelques militaires. Il n'est pas allé sur le terrain de guerre, ça, je Voilà, pense pas. mais Enfin. c'est là où j'ai un problème. Euh, Par rapport à LCI, c'est de continuer au bout de 3 ans à regarder des gens qui parlent de la guerre en Ukraine, qui pour la plupart n'ont jamais foutu les pieds en Ukraine, et pour ceux qui qui ont mis les pieds en Ukraine, très peu sont allés essayer de prendre le pouls de ce que pouvait être réellement ce conflit. Ne serait-ce qu'en passant un peu de temps avec les civils, ne serait-ce qu'en allant dans des zones qui ont été meurtries et qui sont plus forcément dangereuses. Mais comprendre la réalité de la guerre chez les Ukrainiens, comprendre les privations, comprendre les manques d'électricité, la vie quotidienne, je trouve qu'il y a quelque chose d'indécent à continuer à encourager des gens à se battre alors que, selon toute vraisemblance, après tout ce qu'on a dit, eh bien, il y a très peu de chances que l'Ukraine gagne la guerre, de les pousser sans soi-même, tout en restant tranquillement dans un fauteuil, dans un plateau de télé, sans jamais avoir fait cette démarche. Je ne comprends pas comment, pour sa conscience, je parle souvent des généraux alors qui ont été commandants à certaines époques, en Yougoslavie, au Rwanda, au Sahel, et qu'on voit venir parler d'une guerre d'ailleurs qui n'a rien à voir avec les guerres que ces mêmes généraux ont conduit, puisqu'il s'agit d'une guerre de haute intensité avec l'élément drone dont je vous parlais tout de suite, tels qu'on ne les a pas vus en Europe ni connus depuis la Seconde Guerre mondiale, on va dire. Donc ils n'ont pas cette compétence, mais ils continuent à annoncer une possible victoire de l'Ukraine. Selon vous, cette couverture médiatique, elle Non, influence? mais je trouve ça indécent, pour Ouais. finir. Je trouve ça indécent. Le minimum eût été que ces gens-là aillent là-bas, aillent voir les Ce soldats, que vous et aviez encore dit mieux d'ailleurs, sur le je crois que front. c'était Oui. je crois que c'était à Raphaël Antoven, un moment où je crois que vous lui disiez. Oui, je lui avais dit, parce que lui avait un tweet, la fleur au fusil, et je lui avais dit, écoutez,
les intellectuels comme vous, en 1936, au moment de la guerre d'Espagne, George Orwell et Ernest Hemingway étaient allés combattre côté espagnol, donc côté républicain. Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous n'allez pas en Ukraine? Parce que c'est toujours agaçant, ces donneurs de leçons, c'est les gens qui disent allez-y, ce qui n'est pas mon cas. Moi, je n'ai pas de camp, je ne suis pas. Vous savez qu'on vous a beaucoup suspecté d'être un espion russe. Hein, oui, non, mais c'est Laurent Alexandre toujours... qui m'a dit qu'il ne voulait même pas débattre avec vous parce qu'il vous suspecte d'être un traître. Ça vous inspire quoi, ces attaques ou je veux dire, ces gens qui vous l'avez entendu, ces critiques, vous les avez entendus à votre rencontre. C'est-à-dire que dès que vous avez un narratif qui ne va pas dans le sens de celui des chaînes, vous êtes tout de suite taxé de pro-Poutine, d'espion, de traître à la nation. Enfin, ça vous touche ou pas? Ou finalement, maintenant, vous vous en amusez? Parce que, non, après tout, ça me touche parce que vous êtes patriote en plus. Ça me touche, oui, absolument. Je suis français, patriote, et j'essaye, et je regrette. Qu'est-ce que vous leur dites à tous ces gens qui essayent justement de vous... Déjà, j'aurais aimé que tous ces gens, ou au moins une partie de ces gens, délégitimer finalement, aillent côté ukrainien. J'aurais aimé que on parle, s'ils avaient voulu parler avec moi, mais de la condition de ces soldats. Moi, j'ai vu beaucoup les soldats russes. Je suis allé côté ukrainien au début de la guerre. J'ai fait cet effort. C'est pas un effort anodin. Risqué, c'est un effort extrêmement... Voilà. C'est quand je vous parlais de cet épisode de la rencontre avec le drone, mais il y a eu d'autres épisodes où on s'est retrouvé bloqué dans une grange pendant 3 heures sous le feu d'un char ukrainien qui essayait de nous viser. Bon, ça fait partie des éléments de nos métiers. Mais si ces gens-là... Il y avait une bombe aussi qui était tombée. Enfin, je me souviens que vous m'aviez raconté que c'était tombé. Vous étiez à 1 mètre de... Oui, mais ça arrive malheureusement très fréquemment et on revient, on revient, tant mieux, mais ça fait partie de mon métier. Donc sur ces critiques, ça vous touche ou pas qu'en France, dans votre propre pays, vous êtes très peu finalement, à part, pardon, mais j'ai eu Anne-Laure Bonnel qui d'ailleurs sur ce même plateau, sur ce même fauteuil, m'avait dit qu'elle avait... C'était même qu'on lui faisait prendre un risque parce qu'on lui mettait une cible dans le dos, comme on le dit souvent. Oui, alors moi j'avais eu jusque-là, mais j'avais eu la même chose avec la Syrie avant. C'est pas la première fois que, mais c'est vrai que on parle beaucoup du conflit israélo-palestinien pour la cible dans le dos, mais finalement sur Ukraine-Russie, ça a été à un moment donné très touchy quand même. Mais c'était extrêmement touchy. La fermeture d'RT d'ailleurs. Moi j'avais fait une blague au début du conflit en disant, en voyant l'espèce d'hystérie anti-russe arriver, débouler, j'avais dit attention, heureusement j'ai planqué mes disques de Rachmaninoff. Et à la fin, 1 an plus tard, je me suis dit en fait cette blague elle n'est pas du tout drôle. Parce que c'est. Mais dites donc, vous n'avez pas. Et on en était à débaptiser les danseuses russes de Degas au British Museum en danseuses ukrainiennes. Enfin, des choses complètement aberrantes qu'on a vues, des non-sens historiques, culturels, tout ce qu'on veut. Bref, non, moi, ce que je leur dis à ces gens-là, je leur dis allez voir, allez. Maintenant, l'Ukraine est à la peine, là, c'est la fin. Vous l'avez défendu, allez-y. Vous avez mis vos tripes, vous avez mis vos tripes, vous? Moi, je ne les ai pas mis pour défendre les Russes. BHL va vous dire qu'il y a été. Bon. Non, mais BHL, le problème, c'est qu'il reste avec l'état-major, avec les autorités locales. Il a au moins, lui, le mérite d'y aller. Il est allé à Nikolaïev, il est allé à Kherson, enfin, dans la périphérie. Voilà, il n'est peut-être pas allé aussi sur la ligne de front qu'il le dit. Vrai, il a quitté le café de Flore, mais il avait quand même il faut le reconnaître, ouais. Mais par rapport aux gens de l'LCI, il n'y a pas toujours BHL, de temps en temps il vient donner son avis, mais si vous voulez, vous avez des réguliers qui vivent de l'Ukraine depuis 3 ans. Ces gens-là n'ont pas honte de n'être jamais allés là-bas, n'ont pas honte de n'avoir jamais parlé à un Ukrainien en dehors de quelques personnes qu'ils croisaient sur les plateaux. C'est là où je trouve qu'il y a un vrai problème, parce que un problème de conscience, quoi. On a commenté pendant 3 ans ce conflit, on n'est pas allé voir les gens dont on parlait. C'est pas honnête. Voilà, c'est pas honnête. C'est ça que je leur dis. Vous n'êtes pas honnête. Bon, c'est dit. On revient à la réalité du terrain, justement. Aujourd'hui, là, à date, vous qui êtes super informé de ce qui se passe là-bas, c'est quoi la réalité sur le front ukrainien, là, aujourd'hui, là? On est début mars. C'est quoi? Écoutez, là, on est dans une situation où... Chassifiar, Torres, je ne prononce sans doute pas bien, Pokrov, la Russie, elle semble plutôt bien engagée sur ces fronts. Jusqu'où peuvent aller les Russes? Quels seront les prochains objectifs, selon vous?
Alors, il y a encore tout un nœud, on va dire, de villes, de forteresses qui sont défendues par les Ukrainiens. Au nord, il y a Kupiansk, on va dire un peu plus au sud, Kramatorsk, Sloviansk, Voilà. Siversk, et puis la série Il va y avoir des signes de Toretsk. fatigue aussi de ce côté, Alors, du côté russe. vous imaginez, c'est un front qui fait en totalité plus de 900 kilomètres. Mais quand j'ai cité ces villes, c'est que ce sont des villes forteresses qui ont été militarisées dès 2014. Nous sommes en 2025 et qui servent aujourd'hui d'appui pour à la fois les rotations des unités ukrainiennes sur le front, et donc qui sont extrêmement importantes. La Russie a conquis Toretsk il n'y a pas longtemps, elle est à l'offensive, elle est en train de contourner Pokrovsk pour essayer de couper des nœuds de ravitaillement de cette énorme agglomération qui, si elle tombait, en effet, ouvrirait la voie vers Sloviansk et Kramatorsk, qui seraient à ce moment-là les deux dernières places fortes ukrainiennes. Kramatorsk est aussi très très importante. Ça serait la dernière ville, on va dire, à conquérir pour les Russes dans l'oblast de Donetsk. On est dans une situation où, à partir du moment où les Russes, s'ils y parviennent, je ne sais pas en combien de temps, quand je vous dis parfois le tempo opérationnel accélère, là en ce moment il ralentit quelque peu. Tous les jours, il y a 2 ou 3 villages qui sont pris, ça redevient du grignotage. Il y a eu des grandes avancées, notamment à Kourakovo. Il y a eu des moments, les Russes se procèdent avec ce qu'on appelle avec des sacs de feu, des chaudrons en fait. C'est-à-dire qu'ils débordent les unités ukrainiennes sur le sud et sur le nord, et progressivement, eh bien, ils les rendent extrêmement vulnérables jusqu'à ce qu'elles évacuent la poche, et dans ce cas-là, ils avancent. C'est la technique qu'ils opèrent. Il n'y a plus du tout d'envoi de troupes massives comme il pouvait y avoir à Bakhmout, par exemple avec l'usage de prisonniers fait par Wagner. Il y a encore des prisonniers qui sont envoyés au front, mais on n'est plus dans une situation pareille. On essaye de couper les lignes de ravitaillement des grandes villes ukrainiennes, enfin de ces villes-là. Et pour finir, à partir du moment où si les Russes arrivent à reconquérir, on va dire, les frontières de l'oblast de Donetsk, ensuite il y a celui de Dniepro, qui est juste derrière, mais il est beaucoup moins industriel, il est beaucoup moins vallonné, il est beaucoup plus plat. Et il faut reprendre les exemples historiques, c'est-à-dire quand les Allemands ont perdu la bataille du Donbass en 1943, immédiatement ils se sont réfugiés de l'autre côté du Dniepr. Ça veut dire que toute la zone entre le Donbass et le Dniepr aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile à défendre pour les Ukrainiens. Donc potentiellement, si le conflit se prolonge, les Russes risquent de gagner beaucoup plus de terrain, et jusqu'à peut-être le Dniepr, jusqu'à s'emparer de la ville de Dniepro, jusqu'à s'emparer de celle de Zaporijjia, et finalement de reprendre globalement tout l'est de l'Ukraine. C'est une possibilité, avec Kharkov aussi à la clé. Mais tout ça, ça va demander, s'attaquer à une ville comme Kharkov, ça va demander énormément de temps. Je pense que la paix sera signée avant, en tout cas avec la négociation. Je le souhaite, parce que pour moi, Ça veut dire quoi en termes de délai, d'après vous, ce que vous pensez? je n'en sais rien. Tout ça va dépendre. On sent quand même qu'il y a, on va dire, une bonne volonté des deux côtés. Je pensais que ça serait plus difficile côté russe. Visiblement, les Russes sont en train quand même d'admettre qu'il faut aller vers la négociation. Tout ça est imprévisible. Quand je vous dis, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais il me semble que les Russes ont potentiellement atteint leur objectif, dans le sens, il leur reste une partie de l'oblast de Donetsk à récupérer, celui de Lugansk, qui est la frontière géographique de ces zones administratives. Un oblast, c'est une région administrative, donc c'est les deux républiques autoproclamées de l'Est, Lugansk, Donetsk. Pour ce qui est de Zaporijjia, la moitié de l'oblast de Zaporijjia a été conquise par les Russes. Pour celui de Kherson, la moitié sud aussi a été conquise par les Russes. Vont-ils exiger de récupérer la ville de Kherson? Vont-ils exiger de récupérer, de conquérir la ville de Zaporijjia au niveau des traités? On ne sait pas. Les Russes, parfois manient le chaud et le froid, disent on veut que les Ukrainiens cèdent encore du territoire. Tout ça, c'est dans la balance. Ça va être négocié avec, je vous dis, des levées de sanctions, avec des deals sur les terres rares avec les Ukrainiens. Bref, et puis cette question de l'avenir de l'Ukraine, de son statut, tout ça c'est encore en gestation, et on va dire il y a tellement de problèmes et tellement de complications que
Bon, moi, je souhaite qu'il y ait un cessez-le-feu assez rapidement parce que ça permettrait justement d'arrêter cette boucherie effrayante où des centaines d'hommes Eh ben meurent toutes les justement, semaines. alors je vous avais déjà posé cette question, je crois, lors de notre précédente entrevue. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, on peut commencer à faire un bilan humain? Est-ce qu'on a des chiffres? Parce que finalement, tout le monde ne fait que parler, mais on n'a pas de chiffres. Est-ce que vous avez des chiffres Écoutez, ce que dit sur les victimes de part et d'autre? Donald Trump, qui a souvent tendance à balancer des choses Exagéré. confidentielles ou à Ah, les exagérer, il parle de 900 000 Russes qui auraient été tués, de 800 000 Ukrainiens. Ça fait, on va dire, 1,6 million, quoi. Voilà. ça paraît crédible, ça, d'après vous? Pour les deux, je ne sais pas. Moi, je situerais plutôt comme ça. Mais encore une fois, il faut. Je pense qu'il y a eu au moins 1 million de morts dans cette guerre. On va dire 500 000 de part et d'autre. Sauf que les Russes sont plus nombreux, donc ils ont encore des réserves, et les Ukrainiens sont moins nombreux, donc ils n'ont plus de réserves. C'est ça, la réalité, c'est la masse critique, en fait, finalement. C'est déjà les deux populations et le nombre de soldats et les réserves ukrainiennes qui C'est quoi les s'envoient. réserves, comme vous dites, humaines? Enfin, en termes d'hommes, c'est quoi les armées, ça représente? Ça veut dire que normalement, pour 20 000 hommes au combat, on doit en avoir 20 000 en logistique et 20 000 en réserve, en gros. Et là, on est dans un. Aujourd'hui, il y a combien d'hommes dans l'armée ukrainienne? Il y en avait 300 000, je crois 350 000 avant le début du conflit. C'était la première armée européenne. Maintenant, je ne sais pas. Je n'ai pas. Le problème, c'est que le chiffre des pertes est tellement sensible et tellement une arme de guerre, tellement l'objet de manipulation qu'il est utilisé de part et d'autre et que les chiffres donnés sont souvent fantaisistes. Pareil en Russie. Pareil, alors il y a des choses quand même qui sont constatables sur le terrain. J'ai découvert l'offensive de Koursk au mois de novembre, on pouvait clairement, on est dans la zone de Kourtchatov, qui est là où il y a la centrale nucléaire que les Ukrainiens ambitionnaient de conquérir lors de leur offensive en août dernier. On est entre Kourtchatov, de temps en temps on va à Koursk, c'est pas très très éloigné. Koursk, c'est une grosse ville, mais donc vous avez des centres hospitaliers. Vous en avez à Kourtchatov, vous avez des hôpitaux, y compris des hôpitaux militaires, des casernes, etc. Et à l'époque, on parlait de 1000 morts russes par jour sur le front. Bon, de ce qu'on constatait en allant sur ce même front, en constatant les dégâts, en entendant les explosions, en voyant ce qui s'y passait, de l'activité des hôpitaux à Koursk ou à Kourtchatov, on pouvait décemment constater qu'il n'y avait pas 1000 morts par jour. 1000 morts par jour, ça veut dire 2000 blessés, ça veut dire des ambulances, ça veut dire des hélicos, ça veut dire des medivacs en permanence qui, sur les routes, fatalement se voient. Or, on ne le voyait pas. On voyait de temps en temps du personnel médical, si vous voulez, mais les hôpitaux ne nous paraissaient pas débordés de blessés. Donc c'était faux. Tout simplement. C'est une réalité de terrain. C'est aussi pour ça qu'il faut aller sur le terrain pour pouvoir constater que des chiffres comme ça, balancés sur LCI d'ailleurs, je les cite, 1000 morts par jour, c'était absolument faux. Et on était dans le cœur, hein, on était à 20 km de Soudja. Soudja, c'est le bastion ukrainien établi en territoire russe, autour duquel transite et autour duquel finalement se découpe cette poche de Russie qui a été prise par les Ukrainiens et dont ils entendent justement utiliser comme une carte pendant les négociations. Vous diriez qu'aujourd'hui, Poutine sort renforcé de ce conflit, maintenant, depuis l'élection de Trump, justement? Évidemment, l'élection de Trump a, je pense, provoqué pour Poutine une sorte de soulagement, on va dire. Il a un ennemi qui disparaît, c'est quand même considérable. Il a un fournisseur de l'Ukraine, le principal fournisseur de l'Ukraine, qui disparaît, enfin en tout cas, qui décide de se retirer. Maintenant, je pense que Trump n'y va pas gratuitement avec Poutine, hein. Encore une fois, je Vous pense... les voyez comment, les relations entre Trump et Poutine? Vous pensez qu'elles sont d'égal à égal ou pas? En tout cas, c'est ce que souhaite Poutine. Poutine, depuis toujours, souhaite dialoguer directement avec le président américain. Il l'avait déjà dit avec Biden. Il y avait déjà eu ces conférences en expliquant que ce que recherchaient les Russes, c'est un nouveau pacte de sécurité avec l'Occident. Si Poutine n'a pas protesté quand la Pologne a rejoint l'OTAN, les pays baltes, la Roumanie, c'est parce qu'il espérait justement établir ce pacte de sécurité. Globalement, quand il a vu que ça risquait de se poursuivre jusqu'à l'Ukraine,
C'est là où les choses ont commencé à changer. Il a armé, on va dire, les séparatistes de l'Est. Et puis, il y a eu l'intervention de 2022. Donc, si vous voulez, là, aujourd'hui, il se retrouve dans une situation où il dialogue directement avec les États-Unis. Ça le met dans une situation qui l'affectionne. Et il peut espérer ce pacte de sécurité avec une levée des sanctions. Et ça, voilà. Mais l'objectif pour Trump, c'est justement, précisément en faisant ça, d'arracher Poutine à l'influence chinoise. Parce que Trump, Alors, on va en de parler. façon kissingerienne ou nixonienne, on va dire, a toujours dans l'idée que la Chine et la Russie ensemble, ça fait un sacré adversaire et qu'il faut que les deux soient séparés pour l'intérêt des États-Unis. Pour l'Occident maintenant, et là je ne parle pas des États-Unis, pour l'Occident finalement aujourd'hui, il y a quand même les cartes sont rebattues à l'échelle mondiale totalement quoi depuis l'élection de Trump. Les cartes sont rebattues. Je pense qu'on est en train de Est-ce que pour la voir. bonne marche du monde finalement, indépendamment de ce qu'on peut penser de Trump ou pas, est-ce que c'est pas mal que finalement, plutôt c'est pas mal que finalement qu'il y ait de nouveau une personnalité très forte aux États-Unis pour un petit peu peut-être mettre en garde potentiel entre guillemets dictateur ou personne qui pourrait être tenté justement, que ce soit aussi bien, on parle de l'Asie, de la Chine. Voilà, est-ce que c'est pas bien qu'il y ait de nouveau quand même une personnalité forte à la Maison Blanche? D'abord, il y a une tendance dans le monde, qu'on le veuille ou non, Radicalisation, une radicalisation ou en ouais, tout ou cas du retour des nationalismes. de l'autocrate qui incarne un peuple. Que ce soit Erdogan, Netanyahou, Khamenei, Très juste. finalement on se rend compte Poutine, que donc, Poutine, finalement on se rend compte que voilà, un peu partout, et en particulier dans les zones où il y a des conflits, ce n'est pas l'élection, le profil social-démocrate qui domine, ni la démocratie qui est en conquête. il résiste encore en Allemagne. Hein. Oui, elle résiste en Allemagne, mais même, je veux dire, et même aux États-Unis, parce que si Trump est battu la prochaine fois, bah, il y aura peut-être un démocrate, j'en sais rien, ou il y aura peut-être un autre républicain. Donc il y a quand même des systèmes comme ça, mais le retour de l'homme fort, en effet, aux États-Unis, permet à l'Occident de reprendre une sorte de lead. Ce qu'espère Trump, ce n'est pas tellement d'intervenir avec des visées mondiales pour les États-Unis, mais que ces interventions, et si guerre il doit y avoir avec les États-Unis, avec d'autres pays, au nom des États-Unis, ces guerres se feront toujours pour Trump dans l'intérêt premier des États-Unis. C'est-à-dire que Trump considère par exemple que quand il dit, en tête de mon livre, j'ai écrit cette phrase qu'il avait prononcée lors d'une interview à Tucker Carlson à Glendale dans l'Arizona le 10 novembre, enfin le 10 octobre, donc quelques semaines avant son élection, où il disait « Nous avons dépensé 9 000 milliards de dollars, 9 trillions de dollars pour bombarder comme des malades le Moyen-Orient. Nous y avons semé la mort, y compris celle des nôtres. Qu'est-ce que ça nous a rapporté ? Rien. » Voilà, donc le constat, il est là, ça veut dire qu'il le fait à l'unisson de beaucoup d'Américains, démocrates comme républicains confondus, c'est-à-dire que ces guerres où on envoie, où on projette 1500 soldats, 150 000 soldats comme en Irak, au plus fort de la guerre en Irak, 70 000 en Afghanistan, ça les Américains n'en veulent plus. Ils ne veulent plus de ces guerres sans fin, ou de ces guerres où on investit dans des causes qui ne les concernent pas, qui sont très loin. L'Ukraine, c'est très vague. C'est Et marrant donc, parce qu'en effet, comme vous dites, enfin, c'est surprenant. Pour les États-Unis, l'Ukraine, c'est au bout du monde, quoi. Enfin, c'est au bout du monde, mais surtout, ça ne signifie pour le rien. Texan, est-ce que ça lui parle? Mais non, mais Est-ce qu'il- ça ne lui répond. Voilà. Et qu'à chaque fois ressortir la rhétorique de la croisade du bien contre le mal, l'idée d'aller terrasser l'oppresseur, de combattre le dictateur, quand dans le même temps, les Ah, mais est-ce qu'ils États-Unis. peuvent encore être le gendarme du monde, les États-Unis? Est-ce qu'ils ont encore les moyens d'être le gendarme du monde? Mais ils n'ont plus les moyens moraux, parce que l'Occident n'a plus les moyens moraux. Parce que chaque fois, ces croisades se sont faites au détriment des peuples qu'on était censé sauver. On était censé apporter la liberté, la démocratie à l'Irak, à la Libye, nous-mêmes, quand nous y sommes allés. Aujourd'hui, ces pays sont des champs de ruines, où ont du mal à se recomposer. La Syrie, l'Afghanistan, on est allé en Afghanistan pour les libérer d'un tyran, pour les libérer d'Al-Qaïda. 20 ans après, on redonne les clés aux mêmes talibans. Donc c'est le constat d'échec à chaque fois, et ça se fait toujours au détriment des peuples, et ça contribue, c'est la thèse de mon livre, à la dégradation de l'image de l'Occident, qui n'est plus non seulement perçu comme un oppresseur, mais comme un élément toxique,
qui véhicule en plus des idéologies woke, en plus des idéologies LGBT, qui ne correspondent pas du tout aux sociétés traditionnelles auxquelles il s'adresse dans ces pays. Donc finalement, Donald Trump, oui, est un peu au diapason de l'époque. Il peut parler au nom de son peuple d'égal à égal avec Xi Jinping, il peut parler d'égal à égal avec Poutine, il peut parler avec Netanyahou, il peut parler, taper du poing et dire au Hamas « vous avez intérêt à continuer à libérer les otages ». Et le Hamas dit « bon, ok, on va libérer les otages ». Quelque part, cette politique de la force marche. Alors après, elle a ses limites. Il y a chez Trump une forme d'attitude erratique parfois. Quand il dit, Vous l'avez rencontré déjà ou pas? Non, je ne l'ai pas rencontré. Moi, j'ai rencontré Bush et Obama. On était dans deux styles de présidents déjà très, très différents. Avec Donald Trump, on est chez quelqu'un qui n'a jamais oublié et qui fonctionne toujours avec ses instincts, qui fonctionne toujours avec ses impulsions, qui parfois peuvent traverser les âges. L'histoire du Groenland, il en parlait déjà dans son premier mandat. L'histoire des terres rares était déjà une de ses obsessions, qui est assez logique parce que les Chinois exploitent les terres rares et sont les seuls à le faire en ce moment. Ils en possèdent 40%. Et il y a 60% du monde qui s'abstient d'essayer d'extraire les terres rares, les minerais rares, ou le fait peu à cause de l'aspect pollution que nécessite l'extraction de ces minerais. Trump, il s'en fiche de ça. Donc il va faire un deal avec les Ukrainiens pour les terres rares, il veut conquérir ou avoir un deal avec le Groenland pour ces mêmes terres rares. Le Canada, il va fort aussi. Voilà, et donc on est dans une guerre possible avec la Chine sur les hautes technologies, sur l'avenir du monde finalement. Et on sent bien que c'est là que ça va se jouer plus que sur l'histoire de Taïwan en réalité. Ce qui est intéressant aussi avec Trump, c'est que ce n'est pas un président belliqueux. Pendant ces 4 précédentes années au pouvoir, il n'a pas déclenché de guerre, ce qui est extrêmement rare. Faut réaliser que les Américains, l'Amérique a 249 ans d'existence. Elle a été fondée en 1776 et qu'au cours de ces 249 ans, elle a été 90% du temps en guerre. Qu'elle a déclenché 52 conflits depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc on est quand même dans un pays extrêmement belliqueux et on a un président aujourd'hui qui propose une autre approche, qui n'est pas nécessairement les armes en premier, mais le respect des intérêts. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conflit pendant son terme, mais ça veut dire que s'il y a conflit, ce sera des conflits avec les cartels mexicains. Je pense que Donald Trump ambitionne d'utiliser le potentiel monstrueux de l'armée américaine, notamment avec l'utilisation des forces spéciales, pour éradiquer les cartels mexicains de la même manière qu'il a éradiqué Al-Qaïda ou l'État islamique. Je pense qu'il va utiliser les mêmes principes. D'ailleurs, des drones de surveillance RQ ont déjà été observés autour des zones narco au Mexique. Pour l'Occident en général, c'est une bonne chose ou pas l'élection de Trump d'après vous? Alors, pour l'Amérique, en tout cas, ça va être la défense de certains intérêts américains. Après, la vraie définition de l'Occident, pour moi, l'Occident, il y a Europe dedans. Or, on sent bien que nous, dans cette histoire, on risque d'être les grands oubliés de l'histoire, ou en tout cas de passer à côté, ou que, comme je vous l'expliquais, cette histoire auquel les Américains, au début du siècle dernier, ont commencé à participer, aujourd'hui, ce sont eux qui donnent le tempo, avec la Russie, avec d'autres pays, avec les BRICS, et nous, on n'a vraiment plus voix au chapitre. En tout cas, on montre d'abord une armée européenne, je parle des pays européens, en désordre, qui ne sont pas en ordre de bataille, qui n'ont pas le même point de vue, avec ceux de l'Est qui sont extrêmement sensibles, effectivement, à cause de leur histoire personnelle avec la Russie, et donc qui sont très sensibles à ce qui se passe. D'autres pays très belliqueux, les Anglais aussi vis-à-vis des Russes, à cause justement de cette vieille obsession britannique que l'empire maritime doit dominer l'empire continental dominant. Donc ça, c'est les données historiques. La question du grand jeu aussi, d'empêcher les Russes pendant tout le 19e siècle d'accéder aux mers chaudes en Asie. Et ça, les Anglais ont beaucoup participé à ça. Donc il y a un antagonisme entre les Britanniques et les Russes qui existe depuis très longtemps. À chaque fois, c'est l'histoire personnelle des pays qui décide. Mais si vous voulez, ça ne fait pas un objet européen qui serait uni et capable justement de mettre... Alors peut-être que les Européens vont s'organiser, mais je doute qu'avec l'équipe en place, qui était, si vous voulez, le problème, c'est que les Van der Leyen, les Thierry Breton, etc., tous ces gens-là, finalement, héritent d'une conception où l'Europe était totalement dominée par l'Amérique. Totalement. On s'est habitué à cette domination.
On l'a, même quand les Américains nous faisaient des coups dans le dos, comme la suppression du contrat des sous-marins, voilà, pour remplacer par le programme AUKUS. En Australie, eh bien, on a fait comme si c'était pas très grave. On a rappelé nos ambassadeurs et on a avalé la pilule et on a fermé notre gueule. C'est quand même voilà. Et après, on a dit mais non, 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 on est dans le même camp. En réalité, les Américains, quand leurs intérêts les servent, ils sont dans notre camp. Quand c'est pas leurs intérêts, ils sont pas dans notre camp. Et ça, on a du mal à le comprendre. Et aujourd'hui, la pilule est extrêmement amère pour les gens qui ont eu cette habitude de. On le sent d'ailleurs, il y a une forme de panique chez ces commentateurs. Les gens ont parlé d'LCI qui sont là à continuer à alimenter la machine, mais il n'y a plus rien en fait. Il n'y a plus rien sous leurs pieds. Finalement, tout le socle sur lequel ils étaient basés ne reviendra pas. Et ça, je pense qu'ils le savent et ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas quoi faire. Et justement, c'est le fruit d'ailleurs de votre réflexion, je suppose, dans ce dernier livre. Alors, qui est le diable, l'autre ou l'Occident? C'est quoi la réponse? Vous l'avez trouvée ou pas? Alors, écoutez, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que l'Occident a désigné des diables pendant très longtemps, avec ce sentiment de superpuissance américaine, notamment celui après. qui pouvait donner les bons et les mauvais points, quoi. C'est ça. Après la chute de l'URSS, c'était facile. C'était la fin de l'histoire, comme disait Francis Fukuyama. On avait gagné, le modèle libéral allait s'imposer. Et puis, on s'est rendu compte qu'en fait, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, ce que j'ai esquissé comme explication, c'est qu'à force d'intervenir et d'aider ces pays pour soi-disant aider ces pays, les libérer, on les a transformés en champs de ruines et que le reste du monde s'est rendu compte que nos interventions et l'idéologie que nous véhiculions de plus en plus allaient contre la leur. Et qu'aujourd'hui, et c'est des constats de terrain que j'ai fait, j'ai écrit ce bouquin parce que j'ai constaté qu'en Afrique, au Moyen-Orient, en Russie, en Asie centrale, les gens nous détestaient. J'ai même vu des gens en Pologne nous dire « Oh là là, nous, en fait, on était le contre-modèle pour des Polonais, pour des Tchèques. » C'est-à-dire, ils vous parlaient, la dernière fois que je suis allé à Paris, on n'est plus en France. Voilà. Et eux veulent préserver leur identité, veulent préserver leur foi, veulent préserver leurs valeurs contre nous. C'est terrifiant de constater ça. Et quand on va en Afrique et vous parliez à des Maliens, c'est pareil, même si les Maliens ont une ambiguïté, parce qu'il y en a aussi beaucoup chez nous. Mais si vous voulez, quand ils sont là-bas, ils nous disent « Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous véhiculez une idéologie qui est toxique. » Et nous sommes plus perçus non seulement comme des colonisateurs ou des néo-colonisateurs, des gens qui exploitent leurs richesses ou qui viennent chez eux ou qui avec un but de domination, ce à quoi ils étaient habitués, mais comme des gens qui veulent inculquer dans leur pays et dans leurs coutumes un élément de destruction. On va arriver à la dernière partie de cette émission. Régis, encore merci pour ce très long entretien que vous nous accordez. Bon, évidemment, il y a un autre terrain mondial que vous connaissez bien, celui du Proche-Orient. Donc j'aimerais avoir votre regard. Alors là aussi, c'est le deuxième, le conflit qui n'en finit plus et on ne sait pas quand s'il pourra en finir. Et là, bon, Trump, encore une fois, c'est du Trump. Vous savez, cette semaine, a balancé un petit clip sur ce que pourrait être Gaza après cette proposition. C'est vrai qu'il était absolument hallucinante, quoi. De pouvoir en faire une sorte de Riviera, je ne sais plus le terme exact qu'il avait employé. Oui, enfin, la Riviera, c'est-à-dire la Côte d'Azur. Voilà. Voilà, ça ressemble, dans le clip, ça ressemble plutôt à Dubaï. Mais d'accord. Avec Netanyahou à la fin, qui prend un verre. Enfin, quel regard vous avez sur ce clip lunaire et puis de manière générale sur ce qui se passe au Proche-Orient? Est-ce que vous pensez que l'élection de Trump, là aussi, comme je est bénéfique pour une fin du conflit? Oui, comme je l'expliquais tout à l'heure, l'impact sur le Hamas, quand Trump a menacé de déclencher les feux de l'enfer si le processus de libération d'otages n'était pas rétabli, il a même dit « je veux voir tous les otages » samedi à 12h. Bon, le Hamas a cédé, il a recommencé le processus, mais il n'y a pas eu tous les otages. Et Trump n'a pas déclenché le feu de l'enfer. Donc, quelque part, ça montre aussi qu'il y a une part de... On négocie très large pour ensuite revenir. Et vous savez, le bouquin préféré, enfin le meilleur bouquin de Trump, son œuvre s'appelle The Art of the Deal, l'art du deal, c'est-à-dire de pousser le deal à fond et pour ensuite obtenir des choses, même si on n'aurait pas eu. Voilà, exactement. Donc je pense que quand Donald Trump est face à Gaza, il résonne en promoteur ou en entrepreneur.
devant un tas de cailloux, il dit il faut construire un immeuble. Ah, c'est quand même. Non mais c'est ça, C'est en fait, américain, c'est quoi ça? c'est très C'est américain. culturel, puisque en plus, c'est Oui. ce que vous dites dans votre bouquin, c'est plutôt une réflexion d'ailleurs sur les lignes de fracture géopolitique et culturelle d'aujourd'hui, quoi. Oui. Est-ce que là, on n'est pas dans le trou béant des fractures culturelles entre l'Occident d'un côté, justement, Oui. et justement l'Orient? Bah, écoutez, sur la question ce qui est très intéressant avec Trump, c'est qu'il n'avait pas, c'est pas la première fois qu'il fait cette allusion à la Riviera. Il l'avait faite au moment de sa visite très commentée en juin 2018 en Corée du Nord, quand il se promenait avec Kim Jong-un. Ouais, je me souviens entre les. Voilà, sur la zone frontières. démilitarisée, et il y avait la côte nord-coréenne. Il dit ah, c'est formidable, je vois des casinos, on pourrait faire des hôtels, etc. Donc toujours cette idée qui ne l'a pas quitté, je pense, depuis un des grands échecs de sa vie. Ça a été, vous savez, la construction du Taj Mahal à Atlantic City, dans le New Jersey. On essayait, pareil, sur l'idée de la projection d'un casino au bord de la mer dans le New Jersey, donc il fait un peu plus froid, mais l'idée de transformer ça en une vision de soleil, de vacances, et une sorte d'allégorie du bonheur. Et je pense que chez Trump, il y a toujours cette idée que la construction doit amener au bonheur des gens, avec une démarche purement ultra-capitalistique, parce que c'est ce qu'il a fait, c'est son... Et donc, il essaye de l'appliquer, et dans ce cas-là, peu importe l'histoire, la géopolitique, la culture, la vie des gens autour, pour lui, c'est ça. Et en même temps. Et en même temps, il dit, bah, moi, je propose un truc. Vous proposez quoi ? Alors là, il y a les pays arabes qui, d'habitude, s'endorment sur leur laurier. L'Arabie Saoudite n'a Et- pas réagi, hein.